voulais peut-être démarrer par cette photo, dans la cité, hein, déjà. Dans la cité, nous sommes en plein été 68, on l'oublie, mais l'été 68 a été chaud, et dans tous les sens du terme évidemment, mais il a été chaud, extrêmement chaud. Et c'est une photo qui, je crois qu'on pourrait y rester une heure, mais on n'a pas une heure, donc je ne vais pas. Mais enfin, elle dit déjà, je crois, beaucoup de choses. Déjà que le photographe s'intéresse à ce jeune couple devant le Palais Royal. Enfin voilà, il y aurait plein de choses à faire sur cette photo, mais je crois que c'était intéressant pour démarrer avec la cravate qui n'est déjà plus la cravate, avec l'uniforme qui n'est déjà plus l'uniforme, avec ces jeunes filles couchées. Enfin, je crois qu'il y aurait des choses à faire sur cette photo et plonger directement dans 68 en revenant évidemment sur les icônes de 68. Alors, on les connaît, je ne vais pas y revenir, mais que ce soit Mexico 68, que ce soit évidemment Danny le Rouge, que ce soit Jan Palach, que ce soit Le Che, même s'il est assassiné quelques mois plus tôt, c'est évidemment des icônes, et vous avez compris ce que je voulais arriver à faire, c'est que ces icônes sont j'allais dire essentiellement, mais plus qu'essentiellement, masculines, et que les icônes féminines sont rarissimes. Alors évidemment, il y en a, hein, comme ici, cette quasi-Marianne française, photo qui a fait le tour du monde, qui est sur la couverture de beaucoup d'ouvrages, mais néanmoins, si ces femmes sont bien présentes et participent aux événements de mai 68, ce n'est pas elles que l'on retient dans l'histoire de mai 68. Aucun nom, la plupart du temps, n'est cité. Et pourtant, elles sont là. Il ne faut pas dire que les 68 est passé à côté des femmes ou que les femmes sont passées à côté de 68. Pas du tout. Les femmes sont présentes. Ici, une assemblée étudiante à l'Institut Sainte-Thérèse d'Avila, avec la sœur qui est derrière et qui surveille. Enfin, des assemblées étudiantes voient le jour. On oublie le mouvement lycéen en 68. On a peut-être moins parlé aujourd'hui, mais c'est aussi un mouvement essentiel et qui va exploser, notamment en 73. Elles sont là, les femmes. Elles sont même ici au Salon de l'Automobile à Bruxelles, en train de vendre des voitures, hein, avec les premières critiques qui vont naître autour de ces symboles de la consommation qu'est la voiture, mais aussi se coupler à la femme. Ici, des journées d'études de la LOCEF, hein, le poids gigantesque des ligues ouvrières chrétiennes féminines, toujours en 68. Donc les femmes sont présentes dans les événements, sont présentes partout, et pourtant, on ne les retient pas. Parler de 68, c'est aussi parler d'une histoire connectée, transnationale. On ne peut pas faire en 68 belge, et même belgo-français. Ça n'aurait aucun sens sans se dire qu'évidemment il y a une connexion importante de l'histoire, de ces mouvements et aussi de la théorie. Voilà, alors évidemment on a tous Simone de Beauvoir en tête quand on parle de féminisme. Simone de Beauvoir, Deuxième sexe, qui paraît en 1949, qui est traduit directement aux États-Unis et qui va avoir un succès bien plus important qu'en France, hein. Il sera réintroduit dans le monde francophone bien plus tard, mais 63, Betty Friedan fait ce bouquin qu'on a traduit par La femme mystifiée en 63, qui est un livre qui va avoir un succès énorme aux États-Unis, mais là aussi traduit là en français et qui va connaître un succès phénoménal. Ce qui est intéressant, c'est que ces idées-là, ces idées du féminisme circulent de manière extrêmement forte, extrêmement intéressante, et que les femmes lisent de plus en plus et échangent des points de vue, et évidemment arrivera là aussi dans le post-68 la lutte, la figure d'Angela Davis, figure évidemment incontournable là des années 70, mais pourquoi en parler maintenant? C'est parce qu'évidemment ce féminisme américain, il bute sur des questions intersectionnelles fortes aux États-Unis, il bute sur les droits civils, le combat pour les droits civils, et donc la question des afro-féministes, du black féminisme qui est en train de se poser peu à peu, et c'est toutes des questions extrêmement importante du féminisme qui théorise, qui problématise en tout cas aux États-Unis et qui arrive en Europe, c'est l'idée de cette décolonisation en cours. Hein, les années 60, ces fameuses années 68, c'est aussi les années de la décolonisation du monde, mais aussi décolonisation des corps. Et il y a un lien extrêmement fort entre le mouvement de décolonisation et le féminisme. C'est des mouvements qui se répondent, qui se parlent tout le temps. Et évidemment, Angela Davis en est sans doute une des représentantes les plus fortes dans le post-68. Alors, il y a des femmes qui participent aux événements et il y a même des prises de parole. Alors, ces prises de parole sont transgressives en soi,
hein. À la Sorbonne, en 68, il y a un jour 2 femmes qui vont organiser une prise de parole sur la question des femmes. Et tout à coup, l'amphi est plein, elles sont elles-mêmes étonnées, l'amphi est plein et les gens commencent à parler de la sexualité, de la question des filles à l'université. Tout à coup, il y a un débat et c'est ce débat qui est transgressif parce que la prise de parole publique des femmes est quand même ce qui pose problème, ce qui pose d'ailleurs encore toujours problème, on le sait, mais c'est bien l'idée que les femmes ne sont pas formées, entre guillemets, à prendre la parole publiquement. Et donc, il y a des femmes qui vont transgresser de plus en plus et qui vont participer au-delà de la participation, hein, notamment en France, dans les grèves et dans les usines, énormément de femmes qui, quelquefois, critiquent les bourgeoises de Paris, bien sûr, mais on parle peu du 68 dans les provinces qui a été tout aussi fort, si pas plus fort quelquefois, d'ailleurs, qu'à Paris. Annie Ernaux, évidemment, hein, les années, le livre que toute historienne aurait voulu écrire. 1968 était comme la première année du monde pour Annie Ernaux. Je suis dans le désir secret ardent que ça continue, écrit-elle. On est là véritablement dans une expérience sensible du politique ici. Parce que 68, et on l'oublie aussi souvent, c'est la joie, c'est l'émotion, c'est l'affection, c'est les amours, c'est les peurs, c'est la colère, c'est la sensibilité aussi de l'histoire et c'est quelquefois difficile à faire transparaître 50 ans plus tard. Annie Ernaux qui veut écrire justement sur 68 avec les années pour forger une mémoire collective. Alors 68, ben, où en est-on en termes du droit des femmes? Andrea, tu en parlais. Alors quelques dates clés, je reviendrai évidemment sur celle de 1948, les droits politiques, enfin le suffrage universel, suppression de toutes les restrictions au droit de vote. C'est extrêmement tard, mais je ne reviens pas là-dessus. Accès au notariat en 1950, c'est quand même extrêmement tard. Les femmes peuvent devenir notaires. Suppression de la notion de puissance maritale en 58, mais la femme mariée en 58 reste assimilée à une mineure sur le plan du droit. Et tu parlais encore de ce fameux compte bancaire et notamment du compte d'épargne. Il y a des changements. 62, introduction du régime fiscal, du cumul des époux, qui va d'ailleurs faire, paraît-il, augmenter le nombre de divorces dans la suite pour pouvoir payer moins d'impôts, mais ça c'est encore un autre débat. Et puis 65, il faut de 48 à 65, près de 20 ans, un peu moins de 20 ans, première femme ministre en Belgique, enfin, CVP, Marguerite de Riemacker-Legault, droit ministère de la famille et de l'enfance, évidemment, hein, pas en régalien et pas l'intérieur et pas l'armée, mais enfin, première femme ministre, enfin, en Belgique, et évidemment, peut-être le mai 68 des femmes belges, en fait, hein, je crois. Je ne sais pas si on a parlé des grèves de 60 ce matin, mais on a peut-être fait le 68 avant la France. 66, c'est évidemment les grèves des femmes machines à la FN d'Herstal, ici Marguerite de Riemacker-Legault, et ces femmes machines de la FN à Herstal. Là aussi, hein, il y a des choses à croiser, puisque énormément de migrantes italiennes et espagnoles qui sortent en rue, ces femmes que l'on dit sales, femmes machines qui travaillent quasi comme au 19e siècle, qui prennent la parole publique, qui chantent, hein, la fameuse chanson de la FN, qui sortent en rue et qui vont lancer ce slogan qui est en fait déjà là dans le traité de Versailles en 1919 et qui est déjà là évidemment avec la constitution de l'Union européenne. C'est évidemment à travail égal, salaire égal, qui est bien plus qu'un slogan et qui est évidemment toujours d'actualité. Mais 68, c'est aussi ceci, c'est-à-dire novembre 68, au Palais des Beaux-Arts, les États généraux de la femme belge. Alors, c'est ce que souvent les néo-féministes vont considérer comme le féminisme de papa, j'allais dire, mais le féminisme de maman. Le féminisme plus politiquement correct, alors c'est une critique facile à laquelle je n'adhère pas. C'est ce féminisme qui serait plus bourgeois, même si c'est Émilienne Brinfo ici qui est en train de prendre la parole, qui est un féminisme qui se bat pour les droits au travail, pour le droit, le suffrage universel. C'est des féministes qui se sont beaucoup battus sur des questions de droit politique. Et 1968, on est novembre, on ne parle pas du tout des événements du mois de mai, on ne parle pas du corps, on ne parle pas de la sexualité, on ne parle pas de l'avortement, on ne parle pas de la contraception. Ce sont pourtant les États généraux de la femme en 68 à Bruxelles. C'est extrêmement intéressant de voir qu'en fait, ça n'a pas percolé tout de suite. Hein. Ça a mis plus de temps. Et pourquoi elles sont là? Elles sont là pour le travail, pour un travail égal, salaire égal, évidemment. Et elles sont là aussi parce que 48...
c'est le suffrage universel. Mais en 68, je crois qu'il n'y a aucune femme au Sénat et 3% de femmes à la Chambre. C'est l'année la plus petite, la plus nulle, la plus maigre, la plus maigrichonne pour la représentation féminine. Et c'est une catastrophe. Les femmes peuvent voter, mais elles ne votent pas pour des femmes. Et donc il y a là le début d'une prise de conscience qui mènera sans doute plus tard vers les quotas et vers la parité. Mais 68, c'est aussi ça, en fait, avec ces états généraux. Et donc ces images-là, que l'on connaît mieux, sur la contraception, sur l'information, sur l'avortement, sont des images, les faiseuses d'anges, sont des images qui datent d'après 68. Ici, nous sommes en 1971. Il fait combien de temps encore? Tu surveilles? 10 minutes. Ça va. Alors, je touche évidemment pendant quelques minutes la question de la sexualité. De fait, alors là aussi, je ne vais pas m'appesantir sur l'histoire de la sexualité, mais la question aussi de la loi de 1923, c'est quand même une loi fondamentale, d'ailleurs on en parle encore beaucoup, où le législateur réaffirme le devoir de maternité en condamnant toute pratique abortive et toute publicité ou vente de moyens contraceptifs. C'est la loi de 23, en France plus ou moins la même chose, en 1920, loi qui existe en 1968, qui n'a pas changé. Elle va commencer à être bouleversée dans les années 70, mais donc ça veut dire que n'importe quelle femme ou n'importe qui fait de la publicité pour des moyens contraceptifs ou pour des pratiques abortives est condamné pénalement. Et donc cette loi est extrêmement présente. Alors, pourtant, il existe évidemment une détresse énorme des femmes face à ces différents experts de la sexualité qui voient le jour. La sexualité reste en tabou et des faits divers apparaissent de plus en plus dans les années 60. C'est aussi intéressant pour l'historien, c'est qu'il y a des faits divers dont on n'avons plus, je dis toujours, dans 50 ans ou 100 ans, quelqu'un travaillera sur la pédophilie et il ne sait pas qu'il passe à travers 96, il ne sait pas qu'il y a eu l'affaire du trou, il passe à côté de plein de choses dans l'histoire de Belgique. Et bien ici, c'est un peu la même chose ici. On passe en tant qu'historien à côté de plein de faits divers qui pourtant ont marqué, quand on rencontre les témoins, de jeunes femmes qu'on a retrouvées mortes avec des baleines de parapluie ou enceintes qu'elles s'étaient enfoncées pour avorter, etc., etc. Il y a eu des affaires extrêmement douloureuses dans les années 60 qui défrayent la chronique et qui font prendre conscience dans certains milieux, notamment dans le monde médical. Médecins, infirmières sont des témoins directs de ces fameux dégâts dus au manque d'informations par rapport à la fécondité et par rapport à la contraception. Et donc, dès les années 50, déjà 60, autour de l'équipe de Jean Snook, notamment à Saint-Pierre, mais aussi donc du coup de ses apôtres, j'ai envie de dire, que sont Hubinon, Peirce, Huot-Boot et d'autres, vont se poser différentes questions, dont l'accouchement sans douleur, vu comme en progrès, je ne reviendrai pas là-dessus, il y aurait plein de choses à dire, comme en progrès pour les femmes, même si on est évidemment dans un contexte toujours très eugénique, qui est en combat pour la qualité des enfants à naître. Mais comme l'écrivait déjà Jean Snook en 1961, la question des grossesses non désirées est un sujet tabou, véritable no man's land de la pensée scientifique. Et donc, vous avez ce milieu, ce monde médical qui, dès le début des années 60, commence à essayer de bouger sur des questions liées à la contraception, à la sexualité et à la condition des femmes. Et vous avez un mouvement qui nous vient des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, autour de Margaret Sanger et de la Fédération internationale des plannings familiaux qui voit le jour, toujours dans un contexte relativement eugénique ou tiers-mondiste, en tout cas autour, ici on voit Sanger en 59 à côté de Nehru, l'Inde évidemment et la contraception en Inde, il y a là tout un débat et des combats menés, et arrivent dans les années 60 les premiers plannings familiaux, d'abord en France. Vous voyez que le nom est intéressant puisqu'en France, c'est la maternité heureuse, fondée en 55. Voilà, il faut savoir se vendre aussi. Les mots sont importants. On ne parle pas de contraception, on ne parle pas d'avortement. Maternité heureuse, tout va bien. En Belgique, ça sera évidemment, et à Bruxelles, la famille heureuse en 1962. Vous voyez ici la docteure Lagroix-Velle-Allais entourée de 3 enfants. Elle a 3 enfants, elle a une croix autour du cou. C'est parfait pour essayer de faire passer les idées laïques, en fait,
être profondément laïque, puisque là, il y a une conjonction de mouvements, une rencontre entre médecins, juristes, anticléricaux et féministes. La famille heureuse est une initiative laïque et maçonnique. Donc, c'est évidemment un moment extrêmement important, c'est aussi de se normaliser, de montrer qu'il ne s'agit pas là de féministes enragées qui brûlent le soutien-gorge, comme disait Bardewever, mais bien évidemment un autre planning familial qui se veut extrêmement acceptable. Et évidemment, cette pilule arrive au début des années 60 et on peut lire au mois d'août 67 que la baisse de la natalité est principalement due à l'extension presque foudroyante qu'a prise depuis 64 l'usage de la pilule contraceptive dans notre pays, histoire encore un peu méconnue. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de naissances, on voit bien qu'il y a peu à peu une diminution des naissances qui commence déjà en 68 à effrayer peu à peu. Alors cette pilule, évidemment, est-ce que c'est pas sans doute l'objet le plus révolutionnaire du XXe siècle, certainement de ces années 60, mais on n'en a pas parlé, mais quand même, je crois qu'il fallait, si vous connaissez tous Sœur Sourire, j'imagine, essentiellement pour Dominique Niconic, pour son film, quand même une star, hein, qui a en fait chanté en 65 une chanson qui s'appelle La Pilule d'Or, que je vous conseille d'écouter, YouTube, je vous conseille de l'écouter, elle est passionnante, ce n'est pas le Summer que vous êtes en train de lire, même si ça peut y ressembler, c'est bien la chanson de Sœur Sourire. Seigneur, science et connaissance éclairent la foi, puisse l'humanité grandir dans la joie. Seigneur, que l'amour soit roi. Seigneur, que l'amour soit roi. La pilule d'or est passée par là. La biologie a fait un nouveau pas. C'est extrêmement progressiste. Évidemment, elle va être, vous le savez, mise sur le côté. Mais enfin, c'est extrêmement progressiste et je crois que ça renvoie à ce qu'on disait tantôt, surtout ce mouvement d'avant 68 hein, jusqu'à l'encyclique, extrêmement progressiste au sein de l'Église catholique. Je vais passer par cela et venir au monde culturel. Je passe. 65-66, Niki de Saint-Phal expose ses nanas, ces femmes, sur toutes ces formes, de toutes les couleurs, c'est pas négligeable à Paris, on est bien avant 68. Elle fait une exposition à Stockholm où vous rentrez dans le vagin d'une femme pour le début de l'exposition, ce qui est quand même profondément révolutionnaire en termes de performance artistique déjà à l'époque. Hein. Elle prend une carabine et elle fait des œuvres d'art, elle tire, hein, pour une femme là aussi, c'est profondément révolutionnaire et donc 68 est aussi culturel pour les femmes avec certaines figures dont Niki de Saint-Phal, dont Nelly Kaplan avec la fiancée du pirate, hein, c'est 68, hein, c'est écrit en 68, ça sort en 69, on parle d'harcèlement sexuel aujourd'hui, la fiancée du pirate est évidemment un film à revoir qui est un film profondément féministe. Colin Serrault et d'autres vont dès ce moment donné-là, dès 68, prendre conscience que quelque chose est en train de bouger. Mais pourtant, 68, c'est aussi ça, en tout cas à l'ULB. Évidemment qu'il y a des femmes présentes en mai 68 à l'ULB, dans le grand hall. Elles sont présentes. Oui, quelques-unes prennent la parole. On en connaît quand même quelques-unes, mais elles sont moins nombreuses que les hommes. Mais la photo qu'on trouve dès qu'on parle de femmes à l'ULB en 68, ce n'est pas avec un micro, ce n'est pas en train d'haranguer la foule, c'est en train de faire la cuisine. C'est le travail militant genré, et c'est passionnant, hein, ce travail militant genré, quelquefois avec une double peine, hein, celui d'être une femme et celui d'être une migrante d'ailleurs, c'est de faire la popote, en fait, de faire les stencils pour les militants, les vrais masculins. Et c'est pourquoi 68, pour les femmes, en fait, ça ne change pas grand-chose et que la fameuse libération féministe viendra plus tard, si elle existe d'ailleurs, ou en tout cas, on peut considérer que c'est surtout les années 70 qui vont changer la position des femmes dans les sociétés, en tout cas occidentales. 1970, la libération des femmes, l'année zéro, alors là aussi pour des historiens, c'est extrêmement intéressant, année zéro, on recommence à zéro, et c'est 1970. Un peu comme 1789, enfin un peu plus tard, 1792, je crois, le calendrier révolutionnaire français. On recommence à zéro l'histoire et c'est 1970. Il a fallu véritablement infuser 68 pendant un an ou deux. Il a fallu que des féministes, souvent d'extrême gauche, mais à l'époque pour les révolutionnaires marxistes et encore souvent aujourd'hui d'ailleurs, l'oppression des femmes est une contradiction secondaire qui sera résolue d'elle-même avec la construction du socialisme. Il suffit d'attendre et le jour où le socialisme verra le jour, tout ira bien. Hein, c'est des
discours qu'on tient encore d'ailleurs dans certains mouvements révolutionnaires. Et donc, ces femmes vont se détacher peu à peu de ces groupes et vont tenter de créer, notamment en France, ici, le MLF, le mouvement de libération des femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas brûlé leur soutien-gorge, quelques-unes aux États-Unis pendant une journée, et qu'encore aujourd'hui, c'est ce qu'on retient de 68. Hein, c'est cette image-là, en tout cas Barr de Wever, alors qu'il n'y a quasi pas eu de soutien-gorge qui ont brûlé en 68. C'est aussi révélateur. Et en Belgique, c'est 1972, ce fameux 11 novembre. Alors pourquoi le 11 novembre? Non, je sais que c'est l'armistice, mais c'est donc un jour congé légal. Donc c'était fondamental, il fallait qu'on ait congé. Et puis il fallait que Simone de Beauvoir, qui est venue à Bruxelles, c'était le seul jour qui allait dans son agenda. Et donc voilà, c'est aussi ça l'histoire, le hasard de l'histoire. Et donc le 11 novembre 72, Simone de Beauvoir est ici au Botanique avec des milliers et des milliers de femmes. Et c'est le grand moment quasi de naissance du féminisme belge. Et je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.